Je m'appelle Jeanne, j'ai 35 ans, et je suis une mère célibataire de Bordeaux. Jamais je n'aurais imaginé que ma propre sœur me trahirait. Sophie et moi, nous étions inséparables en grandissant. Après mon divorce qui m'avait laissé en difficulté, j'avais finalement réussi à bâtir une sécurité financière pour ma fille Léa et moi. Puis un jour, j'ai découvert qu'il manquait 56 000 € sur mes comptes. Sophie avait disparu avec son nouveau petit ami, emportant tout ce pour quoi j'avais travaillé. J'étais dévastée jusqu'à ce que Léa, 9 ans, dise quelque chose qui a tout changé. « Maman, ne t'inquiète pas, je m'en suis occupée. Dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a déjà poignardé dans le dos. Croyez-moi, vous voudrez entendre ce qui s'est passé ensuite. » Sophie est entrée dans ma vie quand j'avais 7 ans. Je me souviens encore du jour où mes parents l'ont ramenée de la maternité, ses petits doigts s'enroulant autour des miens la première fois que je l'ai tenue. Malgré nos 7 ans d'écart, nous avons développé un lien indéfectible. Je lui ai appris à faire du vélo, je l'ai aidé avec ses devoirs et j'ai fait fuir les monstres sous son lit. Elle me suivait partout, portant mes vêtements de seconde main avec fierté et essayant d'imiter tout ce que je faisais. Nous partagions des secrets, des rêves et ce langage spécial que seuls les frères et sœurs comprennent. Notre enfance n'a pas été parfaite, mais nous avions l'une l'autre. Quand nos parents ont commencé à se disputer, Sophie se glissait dans mon lit et je lui racontais des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Les disputes ont empiré en grandissant. J'avais 18 ans et Sophie seulement 11 ans quand nos parents ont finalement rompu. Le divorce a été affreux, nos parents nous utilisant comme des pions dans leurs jeux amers. Maman a déménagé dans le sud de la France pour un nouveau départ, tandis que papa se réfugiait dans le travail et une nouvelle petite amie 2 fois plus jeune que lui. Je n'ai pas pu partir à la fac comme prévu. Quelqu'un devait être là pour Sophie, et cette personne, c'était moi. J'ai reporté mes études et j'ai trouvé un emploi dans un supermarché local. Chaque matin, je réveillais Sophie pour l'école, je lui préparais le petit déjeuner et je vérifiais ses devoirs. Chaque soir, je préparais le dîner, je l'aidais avec ses devoirs et je m'assurais qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Je suis devenue plus qu'une sœur. J'étais une mère de substitution, une conseillère et une meilleure amie en une seule personne. Tu ne devrais pas avoir à faire ça, disait papa lors de ses rares apparitions à la maison, la culpabilité traversant son visage avant qu'il ne disparaisse à nouveau. C'est ma sœur, était toujours ma réponse. C'était aussi simple que ça pour moi. Quand Sophie est entrée au lycée, j'avais 2 emplois. Mes amis obtenaient leur diplôme de l'université pendant que je servais des cafés le jour et faisais la serveuse le soir. Mais voir Sophie s'épanouir rendait tout cela utile. Elle était intelligente, populaire et déterminée. Quand elle a été acceptée à la fac avec une bourse partielle, je me suis sentie plus fière que si cela avait été ma propre réussite. Je te rembourserai tout un jour, a promis Sophie la nuit avant de partir pour l'université. Réussis simplement, c'est tout ce dont j'ai besoin comme remboursement, lui ai-je dit, bien que notre compte en banque soit presque vide après l'achat de ses fournitures de dortoir. À 25 ans, j'ai rencontré Thomas. Il était charmant, ambitieux et semblait m'adorer. En un an, nous étions mariés et j'étais enceinte de Léa. Pendant un certain temps, la vie semblait parfaite. Sophie réussissait bien à l'université. J'avais un emploi stable d'assistante administrative dans une agence de marketing, et Thomas et moi avions un petit appartement confortable à Bordeaux. La naissance de Léa a été le plus beau jour de ma vie. Elle avait mes yeux verts et les fossettes de Thomas, et je suis tombée complètement amoureuse d'elle. Sophie a fait 4 heures de route pour rencontrer sa nièce, apportant une couverture faite à la main qu'elle avait passé des mois à tricoter. Elle est parfaite, Jeannette, a murmuré Sophie, utilisant mon surnom d'enfance. Tu vas être la meilleure maman du monde. Mais le conte de fées s'est fissuré quand Léa a eu 3 ans. Thomas a commencé à rentrer tard, inventant des excuses sur le travail. Son téléphone était toujours verrouillé et il est devenu distant. Quand j'ai trouvé du rouge à lèvres sur son col, oui, aussi cliché que cela puisse paraître, il n'a même pas essayé de nier l'aventure. En quelques mois, notre mariage s'est effondré et Thomas a déménagé dans le sud avec sa nouvelle petite amie, gardant à peine contact avec Léa. Je me suis retrouvée soudainement mère célibataire avec le cœur brisé et des factures qui s'accumulaient. Ces premiers mois furent un tourbillon de larmes, de nuits blanches et d'inquiétudes sans fin.
Sophie, qui venait de terminer ses études, a immédiatement fait ses valises et a emménagé avec nous. Je suis là, ma sœur, a-t-elle promis. Comme tu l'as été pour moi. Avoir Sophie à mes côtés était une bénédiction. Elle m'aidait avec Léa, préparait les repas quand je travaillais tard et me faisait rire quand tout ce que je voulais, c'était pleurer. Mais après quelques mois, de petites choses ont commencé à se produire que j'ai mises de côté. 20 € manquaient dans mon porte-monnaie que j'étais sûre d'avoir laissé là, des factures que Sophie avait proposé de payer en ligne mais qui n'étaient étrangement jamais payées, entraînant des frais de retard. Une carte de crédit que j'utilisais rarement montrant soudainement des frais inhabituels que Sophie expliquait comme des cadeaux surprises qu'elle préparait. « As-tu pris de l'argent de mon portefeuille ?» ai-je demandé un jour, détestant les mots qui sortaient de ma bouche. « Jeannette, je n'arrive pas à croire que tu me demandes ça », a répondu Sophie, les yeux remplis de larmes. « J'ai dû l'emprunter pour les courses et j'ai oublié de te le dire. Je suis désolée. » J'ai immédiatement ressenti de la culpabilité de l'avoir douté. C'était Sophie, la petite fille qui avait autrefois donné tout son argent de poche à un sans-abri et qui était restée éveillée toute la nuit avec moi quand Léa avait eu sa première fièvre. Si elle avait emprunté de l'argent, c'était une erreur innocente, pas un vol. Après 1 an, Sophie a trouvé son propre appartement à proximité. Elle venait toujours presque quotidiennement et gardait souvent Léa quand je devais travailler tard. Léa adorait sa tante qui lui apportait de petits cadeaux et l'emmenait prendre une glace tous les samedis. Elle faisait des soirées pyjama où elle construisait des cabanes en coussin et restait éveillée à regarder des films Disney. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Mais quand on aime quelqu'un, on trouve des excuses à son comportement. On crée des explications qui protègent l'image que l'on a d'eux. Et j'aimais ma sœur trop pour voir ce qui se passait sous mes yeux. 5 ans après mon divorce, j'ai enfin retrouvé mon équilibre. Grâce à des cours du soir et d'innombrables heures supplémentaires, je suis passée d'assistante administrative à responsable marketing. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire substantielle et d'horaires plus souples, me permettant plus de temps avec Léa, qui avait maintenant 9 ans et devenait une petite fille remarquablement perspicace. « Tu n'es plus aussi fatiguée, maman », a observé Léa un soir alors que nous préparions le dîner ensemble, ses petites mains remuant soigneusement la sauce pour pâtes. « C'est parce que je n'ai plus besoin de travailler 2 emplois, ma chérie, ai-je répondu, réalisant à quel point mon épuisement l'avait affectée. Grâce à ma meilleure situation financière, j'ai réalisé ce qui semblait autrefois impossible, acheter notre propre maison. Elle n'était ni grande ni luxueuse, une modeste maison de 3 chambres dans un quartier sûr avec de bonnes écoles, mais c'était la nôtre. Le jour où nous avons eu les clés, Léa a couru dans chaque pièce, revendiquant la plus petite chambre avec la baie vitrée comme la sienne. « On ne partira jamais, n'est-ce pas, maman ?» a-t-elle demandé, ses yeux verts sérieux. « C'est notre maison pour toujours, ai-je promis, et je le pensais. » Pour la première fois depuis le départ de Thomas, je pouvais respirer financièrement. J'ai ouvert 3 comptes séparés avec des objectifs spécifiques. Premièrement, un fonds pour les études de Léa avec 15 000 €, un début pour son avenir scolaire. Deuxièmement, un fonds d'urgence avec 21 000 €, constitué lentement sur 5 ans en mettant de côté tout ce que je pouvais épargner. Et enfin, un compte d'épargne avec 20 000 € destiné à une petite entreprise que je rêvais de démarrer, un cabinet de conseil en marketing que je pourrais diriger depuis chez moi pour être plus présente pour Léa en grandissant. 56 000 € d'économie représentaient des années de sacrifice, préparer des pique-niques au lieu de les acheter, me couper les cheveux moi-même, accepter des projets freelance le week-end et ne jamais acheter ce qui n'était pas absolument nécessaire. Chaque dépôt, aussi petit soit-il, était une victoire dans ma bataille silencieuse pour la sécurité. Alors que ma vie se stabilisait, celle de Sophie semblait de plus en plus chaotique. Ses appels sont devenus imprévisibles, parfois quotidiens, parfois avec des semaines de silence. Elle changeait fréquemment d'emploi, toujours avec des histoires dramatiques de patrons déraisonnables ou de lieux de travail toxiques. Son apparence a également changé. Des vêtements chers un mois, incapable de se payer une coupe de cheveux le mois suivant. Puis-je emprunter 500 € jusqu'à la paix, est devenue une demande régulière, bien que les montants augmentent et que la paix n'arrive parfois jamais. Je lui rappelais doucement les prêts précédents, et elle devenait défensive ou larmoyante. « Je n'arrive pas à croire que tu comptes les euros avec ta propre sœur, disait-elle, la voix tremblante.
Après tout ce que nous avons traversé. Ces mots atteignaient toujours leur cible. Je transférais l'argent, me disant que ce n'était que temporaire, juste la famille est dans la famille. Après tout, n'avais-je pas mis toute ma vie en suspens pour elle une fois? Puis Jacques est entré en scène. Sophie l'a rencontré dans un bar où elle faisait la serveuse et est tombée éperdument et rapidement amoureuse. En quelques semaines, il était tout ce dont elle parlait, Jacques, charmant, ambitieux, qui avait de grands projets et une personnalité encore plus grande. Il va créer sa propre entreprise, s'est-elle exclamée. Il a juste besoin de capital pour démarrer. Quand j'ai enfin rencontré Jacques lors d'un dîner que j'avais organisé, quelque chose n'allait pas. Il était beau d'une manière conventionnelle, avec des dents blanches parfaites et des vêtements de marque qui semblaient trop chers pour quelqu'un entre deux opportunités, comme il se décrivait. Il a charmé Sophie, terminant complètement ses phrases et gardant son bras possessivement autour de sa taille. « Quelle est exactement cette entreprise que vous prévoyez ?» ai-je demandé pendant le dessert. « Import-export », a-t-il répondu en douceur. « J'ai des contacts à l'étranger. » Tout est une question de relation. Ses réponses à mes autres questions étaient tout aussi vagues, évitant les détails avec une facilité pratiquée. Plus inquiétant encore, il examinait tout dans ma maison avec des yeux calculateurs, posant des questions précises sur mon emploi, mon salaire et mes économies. Après leur départ, Léa a tiré ma manche. « Je ne l'aime pas, maman », a-t-elle dit simplement. « Pourquoi pas, ma chérie ?» Il regarde nos affaires bizarrement. Et il a fait pleurer Tati Sophie dans la salle de bain, je les ai entendus. J'ai écarté ses inquiétudes comme une intuition enfantine mêlée à un instinct protecteur envers sa tante. Parfois, les adultes ont des désaccords, ai-je expliqué. Cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Rétrospectivement, j'aurais dû écouter ma fille de 9 ans au lieu de douter de sa perception. Les demandes de Sophie ont escaladé après que Jacques soit devenu un pilier de sa vie. Elle avait besoin d'argent pour des réparations de voitures, des factures médicales sans assurance et des dépôts de garantie pour des appartements qu'elle devait mystérieusement quitter rapidement. Chaque fois, sa gratitude était excessive mais de courte durée, remplacée par de nouvelles urgences et de nouveaux besoins. Il y a 2 mois, j'ai reçu un appel frénétique alors que je me préparais pour une importante conférence professionnelle de 3 jours à Lyon. Sophie sanglotait, à peine cohérente. Jacques et moi avons été expulsés, a-t-elle pleuré. Le propriétaire ne nous a pas prévenus. Nous n'avons nulle part où aller. J'ai immédiatement proposé ma chambre d'amis jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel endroit. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin, l'ai-je assuré. Madame Dubois, la voisine, m'aidera avec Léa pendant que je serai à la conférence. La nuit avant mon départ, Sophie m'a demandé mon mot de passe bancaire. Juste au cas où il y aurait une urgence pendant ton absence, a-t-elle expliqué. Et si quelque chose arrivait à Léa et que nous avions besoin d'argent pour l'hôpital? J'ai hésité. Les limites financières avaient toujours été un sujet sensible entre nous, Sophie étant prompte à dire que je ne lui faisais pas confiance chaque fois que j'établissais des limites. J'ai préparé une enveloppe avec de l'argent liquide d'urgence dans le tiroir de ma commode, ai-je rétorqué. Et j'aurai mon téléphone tout le temps. Son visage s'est assombri. Tu ne me fais toujours pas confiance après tout ça. J'ai 30 ans, Jeanne, je ne suis pas une enfant. Pour éviter une dispute avant mon voyage et pour prouver que je lui faisais confiance, j'ai écrit à contre-cœur mon mot de passe bancaire et l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine. Seulement pour une vraie urgence, ai-je souligné, ignorant l'inquiétude qui s'installait dans mon estomac. Alors que je me rendais à l'aéroport le lendemain matin, Sophie et Jacques me saluaient depuis le porche, Léa entre eux, déjà dans son uniforme scolaire. Si j'avais su ce qui allait se passer dans les 72 heures suivantes, j'aurais fait demi-tour. Mais je ne savais pas. J'ai simplement salué en retour, crié un dernier « Je vous aime tous » et je suis partie, laissant tout ce que je chérissais entre les mains de la sœur en qui j'avais une confiance totale. La conférence marketing s'est exceptionnellement bien déroulée. J'ai fait une présentation qui a impressionné plusieurs clients potentiels et mon patron a laissé entendre une autre promotion possible. Pendant les pauses, j'ai appelé à la maison pour prendre des nouvelles de Léa, qui semblait heureuse et excitée d'avoir sa tante chez elle. Jacques m'apprend des tours de cartes, m'a-t-elle dit lors de notre dernier appel.
Et Tati Sophie a dit qu'on pourrait manger de la pizza ce soir. Ça a l'air amusant, ma chérie. Je serai de retour demain après-midi et nous pourrons faire une soirée cinéma, juste toutes les deux. D'accord, maman. Je t'aime à l'infini. Je t'aime à l'infini plus un, ai-je répondu, notre échange habituel. Tout semblait bien jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Le troisième et dernier matin de la conférence, j'ai essayé d'appeler Sophie pour confirmer mon heure d'arrivée. Pas de réponse. J'ai envoyé un message, supposant qu'elle était occupée à déposer Léa à l'école. À midi, toujours sans réponse, une inquiétude grandissante a commencé à monter. J'ai appelé Madame Dubois, qui a confirmé avoir emmené Léa à l'école ce matin-là comme convenu. Sophie m'a aussi demandé de garder Léa après l'école, a-t-elle ajouté. Elle a dit qu'elle avait des courses à faire. Tout va bien, a-t-elle demandé. Je suis sûre que ça va, ai-je dit, plus pour me rassurer moi-même qu'elle. Probablement juste des problèmes de téléphone. Alors que j'attendais d'embarquer pour mon vol de retour, j'ai décidé de vérifier mes comptes bancaires, ce que je n'avais pas fait pendant la conférence bien remplie. J'ai ouvert l'application bancaire sur mon téléphone, entré mon mot de passe et j'ai vu mon monde s'effondrer en un instant. Mon solde pour les 3 comptes, 0 €. J'ai cligné des yeux, supposant que c'était un problème technique ou que je m'étais connecté au mauvais compte. Je me suis déconnecté et reconnecté. Même résultat. Mon fonds d'urgence vide. Le fonds d'études de Léa vide. Mes économies pour mon entreprise vide. 56 000 € envolés. Mes mains ont commencé à trembler si violemment que j'ai laissé tomber mon téléphone. L'annonce d'embarquement est devenue un bruit lointain alors que le sang me montait aux oreilles. Je ne pouvais plus respirer. Une gentille inconnue a ramassé mon téléphone, l'inquiétude sur son visage alors qu'elle me demandait si j'avais besoin d'aide médicale. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à monter dans l'avion. Le vol de 3 heures a été une torture, mon esprit, cherchant des explications de plus en plus désespérées. Il doit y avoir une erreur bancaire. Le téléphone de Sophie est cassé et elle m'expliquera tout. Peut-être qu'il y a eu une faille de sécurité et que la banque a gelé les comptes. Au fond de moi, je savais qu'aucun de ces scénarios n'était vrai. En atterrissant à Bordeaux, j'ai appelé Sophie à plusieurs reprises en me précipitant vers ma voiture. Toujours pas de réponse. J'ai conduit jusqu'à chez moi, enfreignant toutes les limites de vitesse, priant de me tromper sur ce que je savais déjà qu'il s'était passé. Notre maison avait l'air normal de l'extérieur. Des fleurs fleurissaient toujours dans le jardin où Léa et moi les avions plantées. La lumière du porche était allumée comme si elle attendait mon retour, mais quelque chose n'allait pas immédiatement. Un silence qui suggérait le vide. À l'intérieur, la chambre d'amis de Sophie était vide, pas de vêtements dans le placard, pas d'articles de toilette dans la salle de bain, pas de mots sur le lit, juste une légère odeur persistante de son parfum. J'ai appelé la police, les mains tremblantes, signalant le vol. L'officier qui est arrivé a pris les détails avec un détachement professionnel. La fraude familiale est malheureusement courante, madame, a-t-il expliqué en tapant des notes sur sa tablette. Avez-vous une idée de l'endroit où votre sœur aurait pu aller? Non, ai-je murmuré, la réalité s'écrasant plus fort à chaque minute qui passait. Je pensais la connaître. L'expression de l'officier s'est légèrement adoucie. Nous allons déposer le rapport, mais je dois être franc. Le recouvrement dans ces cas est difficile, surtout avec des membres de la famille qui connaissent vos informations personnelles. Après son départ, je suis resté immobile à ma table de cuisine, fixant le mur. Le choc était physique. Mon corps était froid. Mes poumons incapables de se remplir complètement. Mon estomac tordu de nœuds. J'avais fait confiance à Sophie pour tout. Ma maison, ma fille, ma sécurité financière. En retour, elle avait tout pris. J'ai appelé mes voisins, espérant que quelqu'un avait vu quelque chose. Monsieur Bertrand d'en face avait remarqué Sophie et Jacques chargeant des valises dans leur voiture la veille au soir. Je pensais qu'ils partaient juste en voyage, a-t-il dit, désolé. Il semblait pressé, mais pas suspect. Je ne pouvais ni manger, ni dormir, ni traiter l'ampleur de ce qui s'était passé. Le fonds d'urgence destiné à nous protéger en cas de crise, disparut.
Le fonds d'études de Léa que j'avais tant sacrifié pour construire, disparut. Les économies de l'entreprise qui représentaient mes rêves pour notre avenir, disparut. Mais pire que l'argent, c'était la trahison. Ma sœur, ma petite sœur, que j'avais pratiquement élevée, qui m'avait tenu la main pendant mon divorce, que Léa adorait. Comment pouvait-elle nous faire ça? J'ai trouvé un seul mot glissé dans le tiroir de la cuisine où je gardais les menus à emporter. 5 mots écrits de la main de Sophie, je suis désolée, je devais. Je devais voler sa propre sœur? Je devais voler l'avenir de sa nièce? Quelle justification possible pouvait exister pour une telle trahison? Le plus dur restait à venir, le dire à Léa. Comment expliquer à une enfant de 9 ans que la tante qu'elle adore a volé notre sécurité? Comment préserver la confiance d'un enfant envers les gens après une trahison aussi fondamentale? J'ai récupéré Léa chez Madame Dubois cet après-midi-là, essayant de me ressaisir pour elle. Un seul regard sur mon visage et son sourire s'est estompé. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Parlons à la maison, ma chérie. Assise sur le canapé de notre salon, j'ai essayé de trouver des mots doux, mais il n'y avait pas de façon douce de décrire une réalité aussi dure. Chérie, quelque chose de grave est arrivé. Tati Sophie et Jacques ont pris l'argent de nos comptes d'épargne. Tout. L'argent pour la fac et les urgences, a demandé Léa, sa voix petite. Oui, ai-je confirmé. Les larmes coulaient enfin. Et ils sont partis sans nous le dire. Je suis tellement désolée, Léa. Je lui faisais confiance et elle. Je n'ai pas pu continuer. Les sanglots m'ont submergée pour l'argent perdu, pour la relation brisée, pour ma fille qui méritait mieux que ce chaos. J'avais échoué à la protéger, échoué à voir ce qui se passait sous mon propre toit. Léa m'a regardé pleurer avec un calme étrange, son jeune visage montrant une maturité au-delà de son âge. Puis elle a prononcé les mots qui allaient tout changer. « Maman, ne t'inquiète pas, je m'en suis occupée. » À travers mes larmes, j'ai regardé ma fille avec confusion. Son visage était sérieux, déterminé. Pas du tout ce à quoi je m'attendais d'une enfant à qui l'on venait de dire que sa tante bien-aimée nous avait trahis. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu t'en es occupée » ai-je demandé en essuyant mes yeux. Léa s'est levée, est allée dans sa chambre et est revenue avec mon ancien smartphone, un appareil que je lui avais donné pour des jeux après avoir amélioré le mien l'année dernière. Elle s'est assise à côté de moi, ses petits doigts naviguant vers la galerie de photos avec une aisance habituelle. Je n'ai jamais aimé Jacques, a-t-elle commencé, sa voix calme. Il souriait bizarrement. Pas avec ses yeux. Ma chérie, de quoi parles-tu? Il y a 2 semaines, je les ai entendus se disputer dans la chambre d'amis quand tu travaillais tard. Jacques disait à Tati Sophie qu'ils avaient besoin d'argent rapidement. Beaucoup d'argent. Le visage de Léa s'est plissé, se souvenant du souvenir. J'ai eu peur, alors j'ai commencé à les enregistrer avec ton ancien téléphone chaque fois qu'ils étaient là et que j'étais à proximité. Elle m'a tendu le téléphone, montrant un fichier vidéo daté de 10 jours plus tôt. Les mains tremblantes, j'ai appuyé sur lecture. La vidéo montrait ma cuisine sous un angle inhabituel, apparemment cachée derrière la corbeille de fruits sur le comptoir. Sophie et Jacques se disputaient à voix basse mais intense. Ta sœur est riche, a sifflé Jacques. 3 comptes avec presque 60 000 €. On pourrait utiliser ça. Je ne volerai pas Jeanne, a répondu Sophie, l'air sincèrement horrifiée. Elle m'a élevée. Elle a tout fait pour moi. Et maintenant elle vit dans cette belle maison pendant que nous sommes expulsés à nouveau. Elle te doit ça. Le beau visage de Jacques était transformé par la cupidité, ses yeux froids. D'ailleurs, c'est un emprunt, pas un vol. On la remboursera après que mon affaire ait abouti. J'ai regardé en silence stupéfaite ma sœur secouer la tête, insistant sur le fait qu'elle ne me trahirait pas. La vidéo s'est terminée et Léa a mis en file d'attente une autre du lendemain. Celle-ci montrait un angle différent, derrière une plante du salon. Je suis devenue meilleure pour cacher le téléphone, a expliqué Léa avec un soupçon de fierté. Dans cet enregistrement, les tactiques de Jacques avaient changé, il ne demandait plus, il suppliait, son bras autour des épaules de Sophie. Chérie, j'ai des problèmes. Ce ne sont pas le genre de gars à qui on peut dire « désolé, je n'ai pas ». Ils me trouveront et ça ne sera pas joli. Sa voix se brisa de manière convaincante.
Je ne t'ai jamais dit ça, mais ils ont cassé les jambes de mon frère pour moins d'argent. Le visage de Sophie montrait de la peur. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant? Combien dois-tu? 50 000. J'essayais de te protéger de l'inquiétude. Mon cœur s'est serré. Jacques manipulait Sophie, jouant sur ses sympathies, et d'après l'expression de son visage dans la vidéo, ça marchait. Il y en a plus, a dit Léa doucement, faisant défiler des dizaines de fichiers vidéo. J'ai tout enregistré quand ils étaient là. Comment as-tu su faire ça? Ai-je demandé, stupéfaite par la prescience de ma fille. Léa a haussé les épaules. Dans ces émissions de détectives que nous regardons, les méchants parlent toujours de leur plan si vous écoutez assez longtemps. La vidéo suivante montrait Jacques sur son téléphone dans notre jardin, parlant d'un ton complètement différent de celui qu'il utilisait avec Sophie. Ouais, j'ai trouvé une cible parfaite, disait-il en souriant. La sœur a au moins 50 000 € d'économie, et le mieux, c'est qu'elle fait entièrement confiance à la petite amie. On va tout vider et être au Mexique avant qu'ils ne sachent ce qui les a frappés. Mon estomac s'est tordu. Jacques ne profitait pas seulement opportunément de Sophie. Il nous avait ciblés dès le début. Mais la vidéo la plus révélatrice était celle de la nuit avant mon départ pour la conférence. Elle montrait ma chambre filmée depuis ce qui semblait être la cachette de Léa dans le placard. Sophie était assise sur mon lit, la tête dans les mains, tandis que Jacques faisait les 100 pas. Je ne peux pas faire ça, sanglotait Sophie. Jeanne sera dévastée. La façade charmante de Jacques avait complètement disparu. Tu n'as plus le choix, a-t-il claqué. Soit elle perd de l'argent, soit je lui parle de Marseille. La tête de Sophie s'est levée brusquement, le visage pâle. Tu n'oserais pas. Ta sœur parfaite ne sait pas tout de toi, n'est-ce pas? Comment penses-tu qu'elle se sentirait en sachant ce que tu as fait là-bas? La menace planait dans l'air. Les épaules de Sophie se sont affaissées de défaite. D'accord, mais on la remboursera. Chaque centime. Bien sûr, chérie. Ce que tu veux. Le sourire de Jacques était froid. Victorieux. J'ai mis la vidéo en pause, l'esprit en ébullition. Marseille? Sophie ne m'a jamais parlé de Marseille. Il y a plus, a dit Léa, sortant un petit carnet de sa poche. J'ai noté leur conversation quand ils ne savaient pas que j'écoutais. Le vrai nom de Jacques n'est pas Jacques. C'est Daniel Durand. Il a dit à Tati Sophie de ne jamais l'appeler comme ça, mais je l'ai entendu utiliser ce nom quand ils se disputaient. J'ai regardé ma fille de 9 ans avec incrédulité. Pendant que je faisais aveuglément confiance à ma sœur, Léa menait une enquête approfondie. Il y a encore une chose, a-t-elle dit, reprenant le téléphone et ouvrant une autre application. J'ai configuré ton ordinateur portable dans la chambre d'amis comme caméra de sécurité. J'ai dit à Tati Sophie que j'en avais besoin pour un projet scolaire, mais j'utilisais en fait ce programme d'espionnage que tu avais installé quand tu pensais que je jouais trop. L'ironie m'aurait fait rire dans d'autres circonstances. Le logiciel de surveillance parentale que j'avais installé fournissait maintenant des preuves essentielles. Léa a affiché une vidéo montrant Jacques fouillant mes tiroirs de bureau, trouvant le mot de passe bancaire que j'avais noté et le prenant en photo avec son téléphone. Plus tard dans la même vidéo, il a ouvert mon ordinateur portable et accédé à mes comptes, notant tous les détails. J'ai tout sauvegardé sur ton stockage cloud, a expliqué Léa. Donc, même s'il prenait mon téléphone, nous aurions toujours les vidéos. J'ai serré ma remarquable fille dans mes bras, la tenant fort. Léa, tu es absolument incroyable. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit ce qui se passait? Son petit corps s'est tendu contre le mien. J'ai essayé, maman. Je t'ai dit que je n'aimais pas Jacques. Je t'ai dit que je les avais entendus se disputer. Mais tu as dit que j'étais juste jalouse de Tati Sophie. La honte m'a envahie. Elle avait raison. J'avais écarté ses inquiétudes, trop aveuglée par mon amour pour Sophie pour voir ce qui se passait. Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir écouté, ai-je murmuré dans ses cheveux. C'était mal de ma part. Léa s'est reculée, son expression sérieuse au-delà de ses années. C'est bon, maman. Les adultes font aussi des erreurs. C'est pourquoi j'ai eu les preuves. Pour que tu me crois. À ce moment-là, les rôles semblaient étrangement inversés.
Mon enfant me réconfortant, montrant de la sagesse pendant que je pataugeais dans la trahison et l'incrédulité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? A demandé Léa, pratique comme toujours. J'ai pris une profonde inspiration, me calmant. Ma fille de 9 ans nous avait donné une chance de récupérer ce qui avait été volé. C'était maintenant mon tour d'être la mère qu'elle méritait. Maintenant, ai-je dit avec une détermination nouvelle, nous apportons toutes ces preuves à la police et nous trouvons Tati Sophie et Jacques avant qu'ils ne dépensent tout notre argent. Le lendemain matin, j'ai appelé le commissariat de police et demandé à parler à un détective au sujet des preuves que nous avions recueillies. Au lieu de la réponse dédaigneuse que j'avais reçue la veille, cette fois, on nous a dit de venir immédiatement. Léa a insisté pour apporter tout son kit d'enquête, le téléphone, le carnet et un dossier où elle avait imprimé des captures d'écran des vidéos clés. La détective Sandrine Martin était une femme aux yeux vifs d'une quarantaine d'années qui me rappelait les professeurs sans fioriture que j'avais le plus respectés à l'école. Elle nous a accueillis dans son bureau, offrant à Léa un sourire sincère. « Je crois comprendre que vous avez collecté des preuves », a-t-elle dit, adressant ces mots à ma fille avec le sérieux approprié. Léa a hoché la tête solennellement et a ouvert son dossier. « J'ai des documents vidéo, audio et écrits », a-t-elle répondu, sonnant comme une agente du FBI miniature. Dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être ri de sa formalité. Pendant l'heure suivante, nous avons montré à la détective Martin tout ce que Léa avait rassemblé. Elle a regardé les vidéos avec un intérêt croissant, s'arrêtant occasionnellement pour prendre des notes ou poser des questions de clarification. Quand nous sommes arrivés à la vidéo où Jacques mentionnait son vrai nom, elle s'est redressée sur sa chaise. « Daniel Durand », a-t-elle répété, tapant quelque chose sur son ordinateur. « Laissez-moi vérifier quelque chose. » Un instant plus tard, elle a tourné son moniteur vers nous. L'écran montrait une photo d'identité judiciaire de Jacques, ou plutôt Daniel, l'air nettement moins soigné que l'homme charmant qui était entré dans nos vies. Daniel Durand a un sacré casier, a expliqué la détective Martin. Fraude, vol d'identité, escroquerie. Il est recherché dans 3 départements pour des escroqueries similaires, cibler des femmes, généralement par l'intermédiaire de leurs proches ou amis, obtenir l'accès à leurs finances, puis disparaître avec l'argent. Il a déjà fait ça. Ma voix sonnait creuse même à mes propres oreilles. Plusieurs fois. Sa spécialité est de trouver des femmes vulnérables, de gagner leur confiance, puis de les utiliser pour accéder aux ressources de leur famille. Son expression s'est légèrement adoucie. Votre sœur n'est pas la première à tomber dans sa manipulation, Madame Dubois. Pouvez-vous les retrouver ? A demandé Léa, penchée en avant avec anxiété. Avec ces preuves, absolument. Nous pouvons lancer des alertes, geler les comptes et coordonner avec d'autres juridictions. La détective Martin a regardé Léa directement. Vous avez fait un travail exceptionnel ici, jeune demoiselle. La plupart des adultes n'auraient pas été aussi minutieux ou rapides d'esprit. Léa a rayonné de fierté, se redressant sur sa chaise. Nous aurons besoin de déclarations formelles de vous deux, a poursuivi la détective. Et je voudrais des copies de toutes ces preuves, mais je suis confiante que nous pouvons monter un dossier solide. En quittant le commissariat, j'ai ressenti les premiers signes d'espoir. L'argent était peut-être toujours parti, mais au moins Sophie et Jacques Daniel ne s'en tireraient pas si facilement. 3 jours plus tard, la détective Martin a appelé avec des nouvelles. Ils avaient retracé une activité sur ma carte de crédit jusqu'à un hôtel à Nice. La police locale se préparait à procéder à une arrestation, mais ils avaient besoin que je confirme certains détails au préalable. Nous pensons qu'ils ont déjà dépensé une partie importante de l'argent, m'a-t-elle prévenu, mais nous pourrions être en mesure de récupérer ce qui reste. Ce soir-là, alors que Léa et moi dînions, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Quand j'ai répondu, la voix de Sophie a explosé dans le haut-parleur si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Comment as-tu pu, Jeanne ? Comment as-tu pu envoyer la police après ta propre sœur ?» Elle hurlait, ses mots légèrement pâteux. « Ils ont arrêté Jacques au casino. Ils sont devant notre chambre d'hôtel en ce moment. » J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour ne pas avoir à le tenir, mes mains tremblant soudainement. « Tu m'as volé 56 000 €, Sophie. À ta nièce. Que attendais-tu de moi ? Il avait besoin de l'argent. Ils allaient le blesser.
Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Ce que j'ai fait? L'absurdité de son accusation a brisé quelque chose en moi. Tu as vidé mes comptes d'épargne. Tu as pris le fonds d'études de Léa. Jacques a dit qu'on le rembourserait. C'était juste temporaire. J'ai ri amèrement. C'est ce qu'il t'a dit pendant qu'il planifiait votre évasion vers le Mexique? Pendant qu'il t'appelait sa proie parfaite? Il y a eu un moment de silence. De quoi parles-tu? Ton petit ami est un escroc, Sophie. Son nom n'est même pas Jacques. C'est Daniel Durand. Il est recherché dans 3 départements pour escroquer des femmes exactement comme toi. Tu mens, a-t-elle sifflé, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. La police m'a montré son casier. C'est ce qu'il fait, Sophie. Il trouve des femmes, les utilise pour accéder à l'argent de leur famille, puis disparaît. Tu n'es pas spécial pour lui. Tu n'es qu'un outil. Tais-toi, a-t-elle hurlé. Tu es jalouse parce que quelqu'un m'aime enfin plus qu'il ne t'aime toi. Tu as toujours tout eu. La belle maison, la fille parfaite, la carrière réussie. Que ai-je moi? Rien. Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. Était-ce vraiment ainsi qu'elle voyait notre relation? Comme une compétition? J'ai mis toute ma vie en suspens pour toi, ai-je dit doucement. J'ai abandonné la fac pour t'élever. Je t'ai tiré d'affaire financièrement plus de fois que je ne peux les compter. Je t'ai accueilli chez moi, je t'ai fait confiance avec ma fille, et maintenant tu as ruiné ma vie. Sa voix s'est brisée. Jacques ira en prison à cause de toi. Jacques a ruiné ta vie, l'ai-je corrigé. Et tu l'as aidé à ruiner la mienne. Combien d'argent nous reste-t-il, Sophie? Une pause. Je ne sais pas. Jacques s'occupait de l'argent. Combien as-tu dépensé? Une autre pause, plus longue cette fois. Environ 30 000. Jacques était sur une série de victoires au casino. Il a dit qu'on le doublerait puis le triplerait. 30 000 €. Disparu en 3 jours. Plus de la moitié de tout ce que j'avais économisé. La police frappe, a dit Sophie soudainement, sa voix plus petite. Qu'est-ce que je fais, Jeannette? Le surnom d'enfance m'a presque brisé. Pendant une seconde, j'ai revu la petite fille qui m'avait suivie partout, qui m'avait fait confiance pour éloigner les monstres. Dis-leur la vérité, lui ai-je conseillé, ma voix calme, malgré les larmes qui coulaient sur mon visage. Toute la vérité. Ils vont m'arrêter aussi. Probablement. Je ne peux pas aller en prison. S'il te plaît, Jeannette. Dis-leur que je ne savais pas, dis-leur que Jacques m'a forcé. L'a-t-il fait? Un long silence. Pas exactement, mais il a dit des choses sur Marseille. Il a menacé de te raconter ce qui s'était passé à Marseille. Sophie, je ne peux pas. Sa voix s'est craquée. La police entre. Je dois y aller. Sophie, attends. Mais la ligne est devenue silencieuse. Je suis restée là, fixant le téléphone, la question sans réponse planant dans l'air. Que s'était-il passé à Marseille? Quel pouvoir cela donnait-il à Jacques sur ma sœur? Léa, qui avait écouté silencieusement toute la conversation, a posé sa petite main sur la mienne. Tati Sophie a l'air effrayée, a-t-elle observé. Elle a peur, ai-je acquiescé. Elle a fait de terribles choix et maintenant elle doit en assumer les conséquences. Ira-t-elle en prison comme Jacques? J'ai hésité, incertaine de comment expliquer les complexités du système juridique à une enfant de 9 ans. Je ne sais pas, ma chérie. Cela dépend de beaucoup de choses, y compris si elle dit la vérité sur ce qui s'est passé. Léa a hoché la tête solennellement. Elle devrait dire la vérité. C'est ce que tu dis toujours qui est le plus important. De la bouche des enfants, comme on dit, la simplicité de la boussole morale de ma fille a rendu la situation entière plus claire d'une certaine manière. La vérité était en effet ce qui importait le plus maintenant. Pas seulement pour les conséquences légales, mais pour tout espoir de guérir la confiance brisée entre ma sœur et moi. Plus tard ce soir-là, la détective Martin a rappelé. Jacques avait été arrêté sur plusieurs mandats d'arrêt en suspens. Sophie était détenue en tant que complice, mais elle coopérait avec les autorités.
Ils avaient récupéré environ 26 000 € du coffre-fort de l'hôtel, moins de la moitié de ce qui avait été pris, mais plus que ce que j'avais osé espérer. Nous aurons besoin que vous veniez à Nice pour une identification et une déclaration formelle, a-t-elle expliqué. Le procureur là-bas voudra vous parler de la possibilité de porter plainte contre votre sœur. Porteur plainte contre Sophie. Les mots semblaient surréalistes. C'était ma petite sœur, la fille dont j'avais pansé les genoux écorchés, dont j'avais apaisé les cauchemars, à la remise des diplômes de laquelle j'avais assisté avec des larmes de fierté. Comment en étions-nous arrivés là? Alors que je restais éveillée cette nuit-là, j'ai repensé aux accusations de Sophie. Avais-je vraiment tout eu pendant qu'elle n'avait rien? De mon point de vue, j'avais sacrifié sans fin pour elle, fait passer ses besoins avant les miens maintes et maintes fois. Mais peut-être que de son point de vue, j'étais la sœur réussie qui avait tout compris, qui lui disait toujours quoi faire. Toujours la responsable à laquelle elle ne pourrait jamais se mesurer. La vérité se situait probablement quelque part entre les deux. Mais comprendre sa perspective n'excusait pas ce qu'elle avait fait. 56 000 € représentaient des années d'épargne minutieuse, d'innombrables petits sacrifices faits pour l'avenir de Léa. Prendre cela n'était pas seulement voler de l'argent. C'était voler la sécurité, l'opportunité, les rêves. Le matin, je devrais réserver des vols pour Nice, organiser la garde de Léa chez Madame Dubois et me préparer à faire face à ma sœur de l'autre côté d'une table de salle d'interrogatoire. Mais pour l'instant, je me suis simplement laissé aller aux larmes, pleurant la relation que je pensais avoir et faisant face à la douloureuse réalité de ce qui existait réellement entre nous. Le siège de la police métropolitaine de Nice ne ressemblait en rien au commissariat confortable dépeint dans les émissions de télévision familiale. Il était imposant et stérile, avec un éclairage fluorescent agressif qui accentuait les cernes sous mes yeux. J'avais à peine dormi pendant le vol de nuit, mon esprit revivant des souvenirs de Sophie enfant, adolescente, et finalement la femme qui m'avait si complètement trahi. La procureure chargée de l'affaire, Madame Dubois, m'a rencontré dans une salle de conférence. Elle était vive et efficace, exposant les preuves contre Jacques, Daniel Durand, et Sophie. Monsieur Durand fait face à de multiples accusations de crimes graves dans plusieurs juridictions, a-t-elle expliqué. Compte tenu de ses condamnations antérieures, il risque une peine de prison importante. La situation de votre sœur est plus compliquée. Compliquée comment, ai-je demandé en tenant la tasse de café fournie par le département qui avait un goût de café infusé depuis la semaine dernière. Elle est une délinquante primaire et elle coopère. Elle affirme que Monsieur Durand l'a manipulée et menacée, ce qui peut être partiellement vrai compte tenu de son passé. Cependant, les preuves recueillies par votre fille montrent clairement qu'elle a finalement fait un choix conscient de participer. Ma poitrine s'est serrée à la mention des preuves de Léa. Le travail de détective de ma fille de 9 ans faisait maintenant partie d'une poursuite pénale. Quelles sont ces accusations? Vol qualifié, fraude, vol d'identité bien que ce dernier pourrait ne pas tenir puisqu'elle était autorisée à être chez vous. Elle risque jusqu'à 5 ans, potentiellement plus avec des facteurs aggravants. 5 ans. Ma sœur en prison jusqu'à ses 35 ans. La pensée me rendait physiquement malade. Y a-t-il une alternative, ai-je demandé avec hésitation. Madame Dubois m'a étudié pensivement. Vous envisagez de ne pas porter plainte? Je ne sais pas, ai-je admis. C'est ma sœur. Nous avons grandi ensemble. Je l'ai pratiquement élevée après le divorce de nos parents. La fraude familiale est la plus difficile, a déclaré Madame Dubois, son comportement professionnel s'adoucissant légèrement. Mais c'est aussi la plus dommageable. Votre sœur a trahi votre confiance de la manière la plus fondamentale. Je sais. Cependant, a-t-elle poursuivi, il y a une possibilité. Si votre sœur accepte de témoigner contre Monsieur Durand et fournit des informations sur ses autres activités criminelles, nous pourrions potentiellement lui offrir un accord de plaidoyer avec des accusations réduites. À quoi cela ressemblerait-il? Possiblement 18 mois dans un établissement à sécurité minimale, plus une probation et des ordonnances de restitution. Mais cela dépend entièrement de la valeur de son témoignage et de son niveau de coopération. 18 mois semblait encore une éternité, mais c'était mieux que 5 ans. Et la restitution signifiait qu'elle devrait finalement rembourser ce qui avait été pris. Puis-je la voir, ai-je demandé.
Madame Dubois a passé un appel téléphonique, et 30 minutes plus tard, on m'a conduite dans une petite pièce avec une table métallique boulonnée au sol. Quand ils ont amené Sophie, je l'ai à peine reconnue. Ses cheveux habituellement parfaits pendaient mollement autour de son visage pâle. Les vêtements de marque avaient été remplacés par une combinaison orange qui la faisait paraître petite et vulnérable. Sans maquillage, elle paraissait plus jeune, plus comme la sœur dont je me souvenais. « Jeannette » a-t-elle murmuré, les yeux remplis de larmes. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » J'avais besoin de réponses, ai-je répondu, gardant ma voix neutre malgré les émotions qui me travaillaient. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre, un gouffre plus large que la table métallique entre nous. « Ils ont arrêté Jacques » a-t-elle dit inutilement. Il avait de fausses pièces d'identité dans la chambre d'hôtel, des passeports avec des noms différents. Son nom est Daniel, lui ai-je rappelé. Et oui, la détective Martin m'a dit qu'il était recherché dans plusieurs départements. Le visage de Sophie s'est froissé. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas qui il était vraiment. Peut-être pas au début, ai-je concédé. Mais tu savais ce que tu faisais quand tu as pris mon argent. Le fonds d'études de Léa. Sophie, son avenir. Elle a tressailli à la mention de Léa. Comment va-t-elle? Confuse, blessée. Elle t'aimait, tu sais. Elle t'idolâtrait. Sophie a couvert son visage de ses mains. J'ai tout gâché. Oui, ai-je acquiescé, sans adoucir le coup. Tu l'as fait. Ce que je dois savoir, c'est pourquoi. Que s'est-il passé à Marseille que Jacques a pu utiliser contre toi? Ses mains sont tombées, ses yeux s'écarquillant. Comment sais-tu pour Marseille? Je t'ai entendu le mentionner au téléphone et les vidéos de Léa ont capturé Jacques menaçant de me le dire. Que as-tu fait de si terrible? Sophie a jeté un coup d'œil au garde posté à la porte, puis s'est penchée en avant, baissant la voix. Il y a 2 ans, j'étais à Marseille avec des amis. Nous étions dans un club et j'ai rencontré un gars. Il était plus âgé, prospère. Nous nous sommes bien entendus, nous sommes retournés à son hôtel. Elle a fait une pause, avalant difficilement. Le lendemain matin, j'ai remarqué son alliance sur le comptoir de la salle de bain. Il l'avait enlevée au club. Quand je l'ai confronté, il m'a offert de l'argent pour que je me taise. 10 000 €. J'étais fauchée, sur le point d'être expulsée. Sa voix s'est éteinte. Tu l'as pris, ai-je fini pour elle. Elle a hoché la tête misérablement. Ça a empiré. Il a commencé à appeler, voulant me voir chaque fois qu'il était en ville, offrant plus d'argent à chaque fois. Cela a duré des mois avant que je ne bloque finalement son numéro et que je déménage. Tu le faisais chanter, ai-je déclaré sèchement. Je ne voyais pas ça comme ça à l'époque. Je me disais qu'il payait juste pour de la compagnie. Elle a ri amèrement. Je n'étais pas mieux qu'une. Ne le fais pas, l'ai-je interrompu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Jacques l'a découvert d'une manière ou d'une autre. Il avait cette façon de me faire raconter des choses, puis de les utiliser contre moi plus tard. Il a dit que si je ne l'aidais pas à obtenir ton argent, il te dirait tout. Que tu serais dégoûté de moi, que je te perdrais, toi et Léa, pour toujours. Alors à la place, tu as choisi de nous voler. Je l'ai cru quand il a dit qu'on le rembourserait. Ses yeux suppliaient de comprendre. Il m'a montré des retours sur investissement, des plans d'affaires. Tout semblait légitime. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait vraiment, nous étions déjà à Nice et il jouait des milliers au casino. J'ai étudié le visage de ma sœur, cherchant la vérité. Mentait-elle maintenant pour se sauver? Ou avait-elle réellement été manipulée par un escroc expérimenté? La réponse se situait probablement quelque part entre les deux. Pas innocente, mais peut-être pas aussi calculatrice que je l'avais craint. Le procureur te propose un accord, ai-je finalement dit. Témoigne contre Jacques Daniel, et ils réduiront tes accusations, 18 mois au lieu de 5 ans. L'espoir a vacillé dans ses yeux. Tu ferais ça pour moi? Après ce que j'ai fait. Je ne le fais pas pour toi, ai-je clarifié. Je le fais parce que t'envoyer en prison pour 5 ans ne me fera pas récupérer mon argent. De cette façon, tu purgeras moins de temps et tu devras faire des restitutions.
Son visage s'est assombri devant ma logique froide. Je comprends. Comprends-tu vraiment? Parce que j'ai besoin que tu comprennes pleinement ce que tu as fait, Sophie. Tu n'as pas seulement pris de l'argent. Tu as complètement trahi ma confiance. Tu as brisé le cœur de Léa. Tu as endommagé notre famille d'une manière qui pourrait ne jamais guérir. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je sais. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer ça. Je le promets. Les promesses de ta part ne signifient pas grand-chose en ce moment, ai-je dit en me levant. Accepte l'accord. Coopère pleinement. Rembourse chaque centime que tu peux. C'est la seule voie à suivre que je puisse voir en ce moment. Jeannette, attends, a-t-elle appelé alors que je me tournais pour partir. Penses-tu que tu me pardonneras un jour? J'ai fait une pause à la porte, la question planant lourdement entre nous. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Pour l'instant, je ne peux même pas l'imaginer. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Avec seulement 26 000 € récupérés, je faisais face à une crise financière. Mon fonds d'urgence était épuisé. L'épargne pour les études de Léa presque anéantie. J'ai dû prendre des projets freelance le week-end juste pour joindre les deux bouts, travaillant souvent jusqu'à minuit après que Léa se soit endormie. Mes collègues, ayant appris ce qui s'était passé, ont organisé une collecte de fonds surprise qui m'a fait pleurer. Fonds d'urgence familiale pour Jeanne et Léa, disait la campagne en ligne qu'ils avaient créée, qui a permis de recueillir près de 7 000 € auprès de collègues, de clients et même de concurrents de notre secteur. Leur gentillesse a été un rayon de soleil dans une période autrement sombre. Léa, enfant remarquable qu'elle était, ne s'est jamais plainte de nos circonstances soudainement plus difficiles. Plus de soirées pizza hebdomadaires, pas de camp d'été cette année, moins de nouveaux vêtements. Elle a accepté chaque changement avec une maturité qui m'a à la fois impressionnée et inquiétée. Aucune enfant de 9 ans ne devrait l'avoir à être aussi adulte. J'ai organisé qu'elle voie la conseillère scolaire, m'inquiétant de l'impact psychologique de la trahison de sa tante. Madame Pérez, la conseillère, m'a assuré que Léa gérait la situation remarquablement bien. Elle se sent investie par son rôle dans la résolution du crime, a expliqué Madame Pérez lors de notre conférence parents-professeurs. Plutôt que de se sentir victime, elle se voit comme l'héroïne de l'histoire. Mais est-ce sain, me suis-je inquiétée. Ne devrait-elle pas être plus contrariée? Les enfants sont résilients, Madame Dubois. Et Léa a un fort sens de la justice. Elle est blessée par les actions de sa tante, certes, mais elle se concentre sur le fait que les méchants ont été arrêtés. C'est en fait une réponse très saine. J'aurais aimé pouvoir en dire autant de mon propre état émotionnel. J'oscillais entre rage et chagrin, me réveillant parfois au milieu de la nuit de rêve où Sophie et moi étions à nouveau des enfants, innocentes et inséparables. D'autres fois, je me retrouvais à vérifier compulsivement mes comptes bancaires, paranoïaque à l'idée de nouveaux vols, malgré les mots de passe modifiés et les mesures de sécurité supplémentaires. Sophie a appelé de prison 3 semaines après son arrestation. J'ai failli ne pas accepter l'appel en PCV, mais quelque chose, l'habitude peut-être, ou une inquiétude fraternelle persistante, m'a fait accepter. J'ai accepté l'accord, a-t-elle dit sans préambule. Je témoigne contre Jacques Daniel, quel que soit son nom. C'est bien. Bien, ai-je répondu, incertaine de quoi dire d'autre. Il me transfère dans un établissement en Bretagne le mois prochain pour purger ma peine. 18 mois comme tu as dit, et je serai en probation après ça avec des paiements de restitution. J'ai hoché la tête, puis j'ai réalisé qu'elle ne pouvait pas me voir. C'est bien. Jeannette, je dois te voir avant qu'il ne me transfère. S'il te plaît, il y a des choses que je dois dire en personne. Mon premier instinct a été de refuser. Que pouvait-elle bien dire qui ferait une différence? Mais la crudité de sa voix m'a fait hésiter. J'y réfléchirai, ai-je finalement dit. Et Léa, pourrais-je la voir aussi? Juste une fois. Absolument pas, ai-je dit fermement. Tu as déjà fait assez de dégâts là-bas. L'appel s'est terminé peu après, me laissant avec une décision à prendre. Devais-je à Sophie une dernière visite? En avais-je besoin pour ma propre clôture? Les questions m'ont hanté pendant des jours jusqu'à ce que je me décide finalement. J'irai la voir une dernière fois avant son transfert.
Non pas pour elle, mais pour moi, pour regarder ma sœur dans les yeux et essayer de comprendre comment nous en étions arrivés à cet endroit brisé, pour chercher toute possibilité de rédemption, aussi lointaine soit-elle. Le centre de détention départemental semblait encore plus lugubre à la lumière du petit matin. J'avais choisi une visite en semaine, laissant Léa avec Madame Dubois après l'école plutôt que de la soumettre à cet endroit. Le gardien m'a escorté dans la même salle de réunion stérile où j'avais vu Sophie 3 semaines plus tôt. Quand elle est entrée, j'ai remarqué de subtils changements. Sa combinaison pendait plus lâche sur sa silhouette, suggérant une perte de poids. Des cernes sombres assombrissaient ses yeux, mais son expression était plus calme, plus posée qu'auparavant. « Merci d'être venu », a-t-elle dit, prenant le siège en face de moi. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais. »« Moi non plus », ai-je admis. Nous sommes restés un instant dans un silence inconfortable. 28 ans d'histoire partagée, soudainement insuffisante pour la conversation. « J'ai vu un thérapeute ici », a finalement dit Sophie. Cela fait partie du programme présententiel. C'est très éclairant. De quelle manière? Elle a tracé un motif sur la table métallique avec son doigt. Nous avons parlé de schéma. Comment j'ai passé toute ma vie à me définir par rapport à toi? J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous étions enfants, après le divorce de maman et papa, tu es devenue tout pour moi. Mère, sœur, meilleure amie. Tu étais parfaite à mes yeux, responsable, intelligente, tout ce que je n'étais pas. Je faisais juste ce qu'il fallait faire, ai-je dit, mal à l'aise avec sa caractérisation. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, je t'ai mise sur un piédestal. Et en vieillissant, j'ai commencé à en vouloir. À t'en vouloir? Parce que peu importe ce que je faisais, je ne pouvais pas être à la hauteur. Les mots piquaient, mais contenaient une part de vérité que je ne pouvais pas nier. Alors, j'ai commencé à mal agir, a-t-elle poursuivi, à faire des choix que je savais que tu n'approuverais pas, à faire des choses spécifiquement parce qu'elles te décevraient. En me volant, je n'ai pas pu empêcher le tranchant de ma voix. Non, ça, c'était différent. C'était, elle a fait une pause, semblant se battre avec elle-même. C'était l'aboutissement d'années de mauvaises décisions, de choix d'hommes excitants mais terribles pour moi, de vouloir des raccourcis vers la stabilité pour laquelle tu avais travaillé si dur. J'ai étudié le visage de ma sœur, voyant des aperçus de la petite fille qui m'avait suivi partout, mêlée à la femme troublée qu'elle était devenue. Quand j'ai rencontré Jacques, Daniel, je pensais qu'il était différent, charmant, ambitieux, intéressé par moi pour moi-même plutôt que par ce que je pouvais faire pour lui. J'étais tellement désespérée d'être aimée que j'ai ignoré tous les drapeaux rouges. Il y en avait beaucoup, ai-je noté sèchement. Tellement, a-t-elle acquiescé avec un sourire triste. Mais le plus gros était la façon dont il a créé une fracture entre toi et moi. La façon dont il m'a isolée de la seule personne qui avait toujours été là pour moi. Tacticien d'abus classique, ai-je dit, me souvenant d'articles que j'avais lus sur la manipulation relationnelle. Mon thérapeute a dit la même chose. Sophie s'est penchée en avant, ses yeux rencontrant les miens directement. Jeanne, ce que j'ai fait est inexcusable. Je ne demande pas pardon. Je n'ai pas gagné ça. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis sincèrement et profondément désolée. Pas seulement pour l'argent, mais pour avoir trahi ta confiance, pour avoir blessé Léa, pour avoir gâché tout ce que tu as fait pour moi. La sincérité dans sa voix m'a prise au dépourvu. J'avais attendu des excuses, des dérobades, peut-être même du reproche. Au lieu de cela, j'entendais ce qui ressemblait à un véritable remords. L'argent, ai-je commencé. Je rembourserai chaque centime, a-t-elle interrompu. J'ai déjà pris des dispositions avec le procureur pour saisir tout salaire de prison et tout revenu futur jusqu'à ce que tout soit entièrement remboursé. Cela prendra des années, mais je le ferai. Il ne s'agit pas seulement de l'argent, Sophie. Je sais, elle a pris une inspiration tremblante. Il s'agit du fait que j'ai détruit notre relation, que j'ai blessé les deux personnes que j'aime le plus au monde, que j'ai choisi un escroc plutôt que ma propre sœur et ma nièce. Des larmes ont rempli ses yeux, mais ne sont pas tombées. Je ne m'attends pas à ce que tu me crois maintenant. Les mots sont bon marché, surtout de la part de quelqu'un qui a autant menti que moi. Mais je vais te le prouver jour après jour, année après année, aussi longtemps qu'il le faudra.
Même si tu ne me parles plus jamais après aujourd'hui, je vais arranger ça d'une manière ou d'une autre. Je me suis assise, absorbant ces mots. Il y avait une conviction en eux que je n'avais jamais entendue de Sophie auparavant. Pas les promesses désespérées de quelqu'un essayant d'échapper aux conséquences, mais la détermination mesurée de quelqu'un qui les affronte de front. Jacques passe en procès le mois prochain, ai-je dit, changeant légèrement de sujet. Témoigneras-tu? Oui, surtout. Marseille, les combines, comment il a ciblé d'autres femmes, tout ce dont ils ont besoin, a-t-elle fait une pause? Il m'a écrit des lettres de prison, menaçantes au début, puis apologétiques, puis promettant que nous pourrions toujours être ensemble quand tout cela sera terminé. Et je ne réponds pas. Mon thérapeute dit que cela fait partie du cycle, me garder émotionnellement engagé, maintenir le contrôle même depuis la prison. J'en ai assez d'être contrôlé. Pour la première fois depuis la découverte du vol, j'ai ressenti une lueur d'espoir pour ma sœur. Pas de pardon. C'était encore une perspective trop lointaine, mais l'espoir que peut-être elle affrontait enfin les schémas qui l'avaient menée ici. Comment va Léa? A demandé Sophie timidement. Elle est résiliente, elle réussit bien à l'école. La conseillère dit qu'elle gère tout cela de manière saine. J'ai hésité, puis j'ai ajouté. Elle demande parfois de tes nouvelles. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Vraiment? Elle veut savoir si tu vas bien, si tu es désolé pour ce que tu as fait. Et que lui dis-tu? La vérité. Que tu as fait de très mauvais choix qui ont blessé beaucoup de gens. Et maintenant tu dois en affronter les conséquences. Mais que oui, je pense que tu es désolé. Une larme a finalement échappé, coulant sur la joue de Sophie. Merci pour cela, pour ne pas m'avoir dépeinte comme un monstre à ses yeux. Tu es sa tante. Elle t'aime malgré tout. Les enfants ont une incroyable capacité d'amour, même quand les adultes ne le méritent pas. La reverrai-je un jour? La question était à peine audible. Je ne sais pas, Sophie. Cela dépend de beaucoup de choses. De toi, d'elle, de comment se passeront les prochaines années. Je ne la forcerai pas dans un sens ou dans l'autre le moment venu. Elle a hoché la tête, acceptant cet avenir incertain comme la meilleure réponse que je pouvais donner. Quand le garde a indiqué que notre temps était presque écoulé, Sophie a tendu la main sur la table, s'arrêtant juste avant de toucher la mienne. Il y a encore une chose que je dois dire, a-t-elle commencé. Quelque chose sur quoi mon thérapeute et moi avons travaillé. Je dois prendre l'entière responsabilité sans excuse. Elle a redressé ses épaules. Je t'ai volé. J'ai trahi ta confiance. J'ai blessé ta fille. Ce sont mes choix, quelle que soit l'influence de Jacques. Je suis seule responsable de ce que j'ai fait, et j'accepterai toutes les conséquences qui en découleront, légales et personnelles. Les mots semblaient répétés, mais sincères, un exercice thérapeutique transformé en véritable responsabilité. Merci de dire cela, ai-je dit doucement. C'est important. Alors que je me levais pour partir, Sophie est restée assise, les mains jointes devant elle. M'écriras-tu? A-t-elle demandé. Juste occasionnellement. Fais-moi savoir comment vous allez, toi et Léa. J'ai fait une pause à la porte. J'y réfléchirai. Ce n'était pas une promesse, mais ce n'était pas un refus non plus. Pour l'instant, c'était tout ce que je pouvais offrir. Fidèle à sa parole, Sophie a témoigné contre Jacques le mois suivant. Son procès a révélé un schéma de crime s'étendant sur près d'une décennie. Multiples identités, innombrables victimes, des centaines de milliers d'euros volés à des femmes vulnérables et à leurs familles. Grâce aux témoignages de Sophie et aux preuves d'autres victimes, il a été condamné à 12 ans de prison fédérale. Sophie a commencé sa peine de 18 mois dans un établissement à sécurité minimale en Bretagne. Fidèle à sa parole, elle a écrit régulièrement. Des lettres auxquelles je n'ai pas répondu au début, puis que j'ai commencé à lire, et finalement, des mois plus tard, j'ai commencé à y répondre avec de brèves nouvelles de nos vies. Le processus de guérison a été lent et douloureux. Certains jours, la colère revenait en force, surtout lorsque le stress financier était le plus difficile. D'autres jours, je me retrouvais à regretter la sœur que je pensais avoir, la personne que je croyais que Sophie était avant la trahison. La thérapie a aidé, tant pour Léa que pour moi. Le temps aussi.
Les arêtes vives de la trahison se sont progressivement émoussées, non pas en pardon exactement, mais en une sorte d'acceptation. Ce qui s'était passé ne pouvait être annulé. La question était de savoir comment avancer. 1 an après l'arrestation de Sophie, nos vies avaient retrouvé une nouvelle normalité. J'avais reçu une promotion importante au travail, en partie grâce à un client majeur que j'avais apporté grâce à l'un de mes projets freelance du week-end. Léa s'épanouissait à l'école, sa brève carrière de détective ayant suscité un intérêt pour l'informatique et la technologie. Elle a rejoint un club de codage et passait des heures à créer des jeux et des programmes simples. Les paiements de restitution du travail de Sophie en prison étaient petits mais réguliers. Combinés à ce qui avait été récupéré initialement et à mon salaire augmenté, nous reconstruisions lentement notre sécurité financière. Il faudrait des années avant que nous ne soyons complètement rétablis, mais la crise aiguë était passée. Un samedi après-midi ensoleillé, j'ai reçu une lettre différente des autres que Sophie m'avait envoyées. Celle-ci contenait une petite carte faite à la main, soigneusement confectionnée avec des matériaux disponibles en prison, des dessins au crayon de couleur et des fleurs en origami pour Léa. L'enveloppe spécifiait « Si vous pensez que c'est approprié ». À l'intérieur, Sophie avait écrit un message simple « Chère Léa, je suis désolée pour le mal que je t'ai causé, à toi et à ta maman. Tu as été courageuse et intelligente et tu as fait ce qu'il fallait. Je travaille dur pour redevenir quelqu'un qui mérite de te connaître un jour. Avec amour, ta tante Sophie. » Je l'ai montré à Léa ce soir-là, observant attentivement son visage pendant qu'elle la lisait. « Qu'en penses-tu » ai-je demandé quand elle a eu fini. « Je pense que Tati Sophie est vraiment désolée » a-t-elle dit pensivement. « Puis-je lui écrire en retour ?» La question m'a prise au dépourvu. « Tu veux bien ?» Léa a hoché la tête. « Pas beaucoup. Juste pour lui dire que j'ai eu sa carte. » « C'est bon. » J'ai réfléchi à sa demande. La conseillère avait recommandé de suivre l'initiative de Léa concernant le contact avec Sophie, soulignant que forcer la communication ou la séparation pouvait être nuisible. « Oui, ai-je décidé. Tu peux écrire une courte lettre si tu veux. Je la lirai avant que nous l'envoyions. »« D'accord, maman. » Elle m'a serré fort dans ses bras. « Maman, es-tu toujours en colère contre Tati Sophie ?» J'ai caressé ses cheveux, pesant ma réponse avec soin. Je suis toujours blessée par ce qu'elle a fait, mais je ne suis plus aussi en colère qu'avant. Elle essaie de réparer les choses, et c'est important. Viendra-t-elle vivre avec nous à nouveau quand elle sortira de prison? Non, ma chérie. Cela n'arrivera pas. Mais peut-être qu'un jour nous la verrons occasionnellement dans un lieu public, sous surveillance au début. Si elle continue de montrer qu'elle a changé. Léa a semblé satisfaite de cette réponse, acceptant la réalité complexe avec l'adaptabilité que les enfants montrent souvent. Au cours des mois qui ont suivi, une communication hésitante s'est développée. Des cartes et des lettres échangées pour les anniversaires et les fêtes, de brèves nouvelles partagées par le biais de notes soigneusement composées. Ce n'était pas un pardon exact, mais c'était quelque chose. Un petit pont en train d'être reconstruit sur un gouffre de trahison. Sophie a été libérée après avoir purgé sa peine complète de 18 mois. Comme l'exigeait sa probation, elle a emménagé dans un foyer de réinsertion, a trouvé un emploi dans un restaurant local et a poursuivi sa thérapie. Ses paiements de restitution ont augmenté avec ses revenus de serveuse et ses pourboires. 6 mois après sa libération, nous nous sommes rencontrés dans un parc près de chez moi, un terrain neutre, public et sûr. La femme qui s'est approchée de notre banc semblait à la fois familière et étrange, ma sœur, mais humble, ses vêtements de marque remplacés par un simple jean et un pull. Son maquillage autrefois parfait, minimal et discret. Notre conversation était maladroite, hésitante, remplie du poids de tout ce qui s'était passé. Léa, plus résiliente que nous deux, a brisé la tension en montrant à Sophie son dernier projet de codage sur une tablette. Le jeu simple qu'elle avait créé, où un personnage détective collectait des indices pour résoudre des mystères, a provoqué des rires surpris de notre part à tous. Cette rencontre n'a pas restauré magiquement notre relation. Rien ne pouvait effacer la trahison ou reconstruire instantanément une confiance si complètement brisée, mais c'était un début, un pas hésitant vers quelque chose de nouveau.
Non pas la confiance aveugle d'avant, mais une connexion prudente et les yeux grands ouverts, construite sur la responsabilité plutôt que l'obligation. À travers ce voyage douloureux, j'ai appris des leçons que je n'aurais jamais imaginées. Que parfois les personnes les plus proches de nous peuvent causer les blessures les plus profondes. Que le pardon n'est pas une décision unique mais un choix quotidien. Que les limites ne sont pas égoïstes mais nécessaires pour des relations saines. Et surtout, qu'écouter l'instinct d'une enfant de 9 ans pourrait être le choix le plus sage de tous. J'ai aussi appris que la famille n'est pas définie par l'acceptation inconditionnelle d'un comportement nuisible, mais par le courage de tenir ses proches responsables tout en laissant de la place à un véritable changement. L'amour véritable signifie parfois s'éloigner jusqu'à ce que la guérison puisse se produire pour les deux parties. Aujourd'hui, 3 ans après cette terrible découverte, Sophie et moi nous parlons tous les mois. Elle effectue des paiements de restitution réguliers et construit une nouvelle vie. Modeste mais honnête, Léa la voit occasionnellement, toujours en ma présence. La confiance revient par microscopiques incréments, gagnés par des actions cohérentes plutôt que par des promesses. Je me demande parfois ce qui se serait passé si Léa n'avait pas été si observatrice, si courageuse, si déterminée à nous protéger. Sophie serait-elle finalement revenue d'elle-même ? Aurait-elle reconnu la manipulation de Jacques sans les conséquences légales qui l'ont forcée à affronter la réalité ? Aurais-je jamais appris la vérité sur le ressentiment et la jalousie de ma sœur qui ont alimenté ses choix ? Je ne le saurai jamais. Mais je sais ceci. La plus grande sagesse vient parfois des sources les plus inattendues, comme une enfant de 9 ans qui a vu ce que je ne pouvais pas voir et a agi quand je n'aurais pas agi. Avez-vous déjà vécu un moment où la perception d'un enfant a percé l'aveuglement adulte pour révéler une vérité inconfortable ? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce récit de trahison et de guérison difficile a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'histoires de vie réelle sur la façon de surmonter les traumatismes familiaux. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souvenez-vous, parfois les blessures les plus profondes mènent à la croissance la plus profonde si nous sommes assez courageux pour les affronter honnêtement.